Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les infections urinaires. Comme d'habitude, avant de commencer, il y a des points importants. Pourquoi toujours l'intérêt de la question, c'est que les infections urinaires sont un motif très fréquent de consultation. Il faut bien distinguer entre infection urinaire simple et à risque de complications ou bien infection avec ou sans signe de gravité. Il faut aussi connaître la valeur de diagnostic, la modalité de pratiquer et de réaliser une bandette urinaire et un ECBU. Notez que la cystite simple est le seul cas où on ne fait pas de CBI. Connaître aussi les indications d'hospitalisation devant un PNA ou une infection urinaire masculine. Les infections urinaires masculines doivent être traitées comme prostatite et aussi le terme de colonisation urinaire signifie bactérie asymptomatique, nécessite pas de traitement sauf en deux cas, procédure urologique programmée ou bien grossesse, avec surveillance menstruelle de l'UCBI jusqu'à l'accouchement en cas de colonisation ou infection urinaire chez une femme enceinte. Maintenant, on commence. Il faut connaître certaines bases pour comprendre ce cours. Comme j'ai déjà dit, il faut différencier bien entre infection urinaire simple ou bien un risque de complication ou avec signe de gravité. D'accord. L'infection urinaire simple, c'est une infection où on n'a pas un risque de complication et on n'a pas des signes de gravité. Maintenant, pour les infections urinaires à risque de complications. Les risques de complications, on a deux. Soit anomalie fonctionnelle ou organique de l'arbre urinaire, ou bien un terrain particulier, un terrain à risque de complications. Le terrain, c'est le sexe masculin, la grossesse, insuffisance rénale chronique sévère avec une clairance inférieure à 30 ml par minute, immunodépression et sujet âgé supérieur, l'âge supérieur à 75 ans ou bien supérieur à 65 ans avec au moins trois critères de fragilité ou bien les critères de Fried. Les critères de Fried sont perte de poids involontaire au cours de la dernière année, une vitesse de marche lente, faiblesse, fatigue, activité physique réduite, faiblesse, endurance. Maintenant, les signes de gravité. Les signes de gravité, on a trois. Le sepsis, par nouvelle définition, c'est le quick SOFA supérieur ou égal à 2. Le choc septique est indication de gestes urologiques hors de sondage vésical simple. On dit aussi que les infections urinaires chez l'homme est toujours classée à risque de complications du fait de la fréquence des anomalies anatomiques ou fonctionnelles sous-jacentes. On considère que la prostate est potentiellement infectée lors d'une infection urinaire chez l'homme, ce qui a un impact sur la modalité de l'antibiotique pour éviter passage à la chronicité. Pour la microbiologie, les infections urinaires sont essentiellement infections bactériennes dues à bactéries d'origine digestive. L'infection est monomicrobienne en général, due à entérobactéries, dans la grande majorité des cas, dans le chef de file et E. coli, puis le Proteus mirabilis, puis Staphylococcus, ça profite surtout pour la femme jeune. Et on passe à la résistance des antibiotiques. La résistance aux antibiotiques concernant la fluoroquinolone, on ne doit pas les prescrire en probabiliste chez un patient ayant reçu déjà un traitement par quinolone dans les 6 mois précédents. Il faut éviter de les prescrire si la bactérie est résistante à l'acide nalixidique ou bien la norfloxacine, car c'est un témoin d'un premier niveau de mutation et donc une augmentation de CMI. Concernant ces 3G, il y a la production de bêta-lactamase à spectre étendu, la BLSE. La BLSE, le mécanisme de résistance le plus probable, c'est le plasmidique, rendant la bactérie multirésistante. Il faut connaître les facteurs de risque d'une infection urinaire entérobactérie productrice de BLSE. Sont premièrement, les antécédents de colonisation ou bien infection urinaire à BLSE dans les 6 mois précédents. Prise de amoxicilline, acide clavulanique, C2G, C3G, la fluoroquinolone dans les 6 mois précédents, voyage en zone endémique à BLSE, hospitalisation dans les 3 mois précédents et dernièrement une vie en restriction de long séjour.
Pour les antibiotiques qui ont activent sur les BLSE sont les carbapinam, phosphomycine tromitramol, nitrofurantoin, l'amicacine, civoxétine et pipéracilline tazobactam. Maintenant, on passe à la physiopathologie. La physiologie des urines est stérile. Seul l'urètre distal est colonisé par la flore périnéale. Dans les infections urinaires, le réservoir de la bactérie est digestif et ou vaginal. La bactérie migre pour atteindre le milieu urétral et remonte par voie ascendante le long de l'urètre pour gagner la vessie et parfois le rein. La cystite, c'est une réponse inflammatoire à l'adhérence de la bactérie à la surface de muqueuse de la vessie ou bien de l'urètre. La pyélonéphrite, c'est un état inflammatoire aussi transitoire d'origine infectieuse, atteint le rein et sa voie excrétrice responsable d'un œdème, un afflux leucocytaire et une ischémie localisée du parenchyme rénal. Maintenant, on a des facteurs de lutte contre l'infection qui sont la longueur de l'urètre chez l'homme est un bon moyen de prévenir la migration ascendante de la bactérie. Aussi, on a le flux permanent des urines au niveau de l'urètre ou bien la miction au niveau des vésicales lutte contre le phénomène d'adhérence bactérienne. Enfin, on a les constantes biochimiques d'urine limitant la croissance bactérienne, comme le pH acide et l'osmolarité faible. Cependant, on a certains facteurs qui favorisent l'infection, comme l'urètre le plus court chez la femme, les rapports sexuels favorisaient également l'infection urinaire, parfois iatrogène secondaire et manœuvre instrumentale, sondage ou bien endoscopie. Aussi une stase urinaire favorisée par exemple une uropathie obstructive ou bien certains médicaments comme les anticholinergiques, les opiacés, les neuroleptiques. Aussi, durant la ménopause, on note une carence oestrogénique entraîne une modification de la flore bactérienne vaginale. Et enfin, le diabète favorisait aussi les infections urinaires par glycosurie et des troubles de la miction. Au total, on dit que les infections urinaires simples se vont d'une bactérie virulente, alors que les infections urinaires compliquées peuvent lier à une bactérie moins virulente. Pour l'épidémiologie, comme on a déjà dit que les infections urinaires sont des infections fréquentes, la prévalence est beaucoup plus élevée chez la femme que chez l'homme. Pour la femme, on note la fréquence augmenter avec l'âge, avec deux pics, l'un au début de la vie sexuelle et l'autre après la ménopause. On note aussi que la grossesse est un facteur favorisant. Pour l'homme, la fréquence augmentée après l'âge de 50 ans du fait de la pathologie prostatique. On passe à les principes généraux. Dans les principes généraux, on va parler à les examens diagnostiques clés qui sont utilisés dans les infections urinaires. On va parler le terme colonisation urinaire, le terme leucosuturé aseptique, les recommandations d'antibiotiques et on termine par les mesures d'hygiène. On commençait par les examens diagnostiques clés utilisés dans les infections urinaires sont la bandelette urinaire et le CBI. La bandelette urinaire, c'est une bandelette réactive détectant la présence de leucocytes et de nitrites. Leucocytes à partir de 10 puissance 4 leucocytes par millilitre qui témoignent d'une inflammation. Pour les nitrites qui est produit par des entérobactéries uniquement, détectés à partir de 10 puissance 5 bactéries par millilitre. Toutes les bactéries ne produisent pas de nitrites car certains sont dépourvus de nitrite réductase, notamment pour les coccigram positifs et autres que les entérobactéries comme Pseudomonas. Maintenant, comment pratiquer la bandelette? On trempe la bandelette dans les urines du deuxième jet franchement émise dans un précipe propre mais non stérile sans toilette préalable. Le résultat est obtenu en 2 minutes environ.
On dit que la bandelette urinaire aide au diagnostic. Chez une femme symptomatique, absence simultanée de leucocytes et du nitrite présente une bonne valeur prédictive négative. C'est-à-dire la bandelette urinaire négative ne donc la bandelette urinaire négative doit faire rechercher autre diagnostic. Et pour l'homme, bandelette urinaire positive avec leucocyturie et une nitrite a une bonne valeur prédictive positive. En revanche, bandelette urinaire négative ne permet pas d'éliminer le diagnostic. Donc, pour la femme, a une valeur prédictive négative et chez l'homme, valeur prédictive positive. On passe à l'ECB. L'ECB est indiqué devant toute suspicion clinique d'infection urinaire à l'exception des cystites simples. Il est recommandé de ne pas faire un ECB de contrôle pour suivre une infection urinaire. Maintenant, la modalité de pratique, cet examen doit être réalisé avant toute antibiothérapie, si possible au moins 4 heures après la miction, pour permettre un temps de stase suffisant dans la vessie. Le prélèvement doit être précédé d'une hygiène des mains par lavage à l'eau et au savon ou bien friction avec solution hydroalcoolique et une toilette de la région urétrale ou bien vulvaire à l'aide d'un savon ou bien une lingette ou avec un rinçage antiseptique. D'un seul geste d'avant vers l'arrière chez la femme. La méthode de recueil la plus fréquente est utilisée en milieu de jet pour éliminer la flore physiologique de l'urètre distal. Le prélèvement doit être transporté rapidement au laboratoire. Au laboratoire se réaliser un examen direct avec coloration de grammes et examen cytologique montre les leucocytes et les hémacées et identification de la bactérie par culture et un antibiogramme avec compte de bactéries. Quand est-ce qu'on dit on a une infection urinaire? Chez un patient symptomatique avec leucocyturie supérieure à 10 puissance 4, avec un C significatif de bactéries. La bactérie pour E. coli et Staphylococcus prophytis chez l'homme comme chez la femme, supérieure ou égale à 10 puissance 3. Et pour les autres bactéries que E. coli et entérocoque, pour l'homme 10 puissance 3 et pour la femme 10 puissance 4. On passe maintenant à la colonisation urinaire, qui signifie une bactérie asymptomatique, c'est-à-dire la présence d'un micro-organisme dans les urines sans manifestation clinique. Il s'agit d'un ECB dans ce cas, il n'y a pas d'indication vraiment de traitement, sauf dans deux cas, soit procédure urologique programmée, soit chez la femme enceinte. La colonisation pourrait avoir un rôle protecteur vis-à-vis des souches invasives. Pour la leucocyturie aseptique, elle est correspondant à la mise en évidence à l'ECB d'une leucocyturie avec bactérie inférieure à 10 puissance 3. Les étiologies sont nombreuses, soit une infection urinaire décapitée par l'antibiothérapie, soit une urétrite, soit cystite non bactérienne, soit due à une tumeur, ou bien corps étranger, ou bien lithiase, médicaments, radiothérapie. Comme pourrait être une vaginite ou bien tuberculose urogénitale diagnostiquée par la recherche de bicate dans les urines 3 jours de suite. Cette situation de leucocyturie aseptique trouvée aussi chez les sujets âgés, notamment s'ils ont une incontinence urinaire. Pour les recommandations des antibiotiques, on utilise un antibiotique à élimination urinaire prédominant sous forme active, qui doit avoir peu des effets secondaires et faible coût.
Enfin, les mesures d'hygiène. Les mesures d'hygiène, elles doivent être expliquées à la patiente lors d'une infection urinaire, qui sont apport hydrique abondant supérieur à 1,5 litre par jour. Encourager l'émission fréquente toutes les 4 à 6 heures, régularisation du transit intestinal et dernièrement uriner après les rapports sexuels. Et maintenant, on commence le cours. On va parler des cystites, PNA, des infections urinaires masculines comme le prostatite et des cas particuliers chez les sujets âgés et la femme enceinte. Pour les cystites, on a 3 formes, soit cystite aiguë simple, cystite à risque de complications et cystite récidive. Il faut noter que le terme cystite est uniquement chez la femme. Chez l'homme, on parle des infections urinaires masculines. Cystite aiguë simple, le diagnostic positif est posé par la clinique et la bandelette urinaire, c'est tout. La clinique, dans la cystite, il n'y a pas de fièvre, ni frisson, ni lombalgie. Les signes fonctionnels sont pollakiurie, brûlure et douleur de la miction. Parfois, on note la présence de hématuries macroscopiques très fréquentes et ne constitue pas un signe de gravité. Euh, pour la microbiologie, on a la bandelette par leucocyturée et bactériurée. Le diagnostic différentiel, c'est PNA. On fait la différence dans le cystite, il n'y a pas de fièvre, ni frisson, ni douleur lombaire, etc. CRP négatif dans le cystite en général. Et on a diagnostic différentiel aussi, cystite à risque de complications qu'on va détailler par la suite. Pour l'évolution naturelle s'y guérit spontanément entre 25 à 50% des cas, mais il y a un risque de passage à un PNA. Ce traitement, l'évolution est favorable dans 2 à 3 jours. Si on a une évolution défavorable qui est définie par la persistance ou l'aggravation des symptômes dans 62 heures après le début du traitement, il faut envisager une mauvaise observance ou bien une résistance bactérienne. Le traitement est en général en ambulatoire, une antibiothérapie probabiliste. De première intention, on utilise la phosphomycine 3-mitramol, c'est le Moneryl 3 grammes dose unique. Deuxième intention, on a la pivmicillinane 400 x 2 pendant 5 jours. Pour la prévention, il faut traiter les facteurs favorisants et faire les mesures d'hygiène. La surveillance est uniquement clinique et jugée par la patiente. Si on a une évolution défavorable, on pratique un ECBU. On passe à la cystite à risque de complications. En plus des signes cliniques de cystite, il existe une anomalie de l'arbre urinaire ou bien un terrain particulier. Comme on a déjà parlé dans les infections à risque de complications, le risque dans ce cas est de passer vers une cystite récidive. Si on a une bandelette urinaire positive, on fait un ECBA et on voit si on pouvait différer le traitement. On attend le résultat de l'antibiogramme, et on traite la patiente. Si on ne pouvant pas être différé le traitement, par exemple dans le cas de patientes très symptomatiques ou bien qui présentent une neuropathie sous-jacente, ou bien comorbidité, ou bien immunodéprimée, on commence un traitement probabiliste. De première intention, c'est la nitrofurantoine. Deuxième intention, c'est la phosphomycine plus la tromitramol. Puis, on adapte le traitement selon le résultat de l'antibiogramme. On termine par la prise en charge des facteurs de risque de complications. Par exemple, dans les infections urinaires à protéines, il faut rechercher l'ilithiase, toujours. On passe à la cystite récidivante, qui est définie par 4 épisodes par an. Il y a des facteurs de risque
Facteurs de risque, par exemple, une activité sexuelle ou bien utilisation de spermicides qui entraînent déséquilibre de la flore vaginale commensale. Par exemple, antécédents d'infection urinaire chez la femme, l'obésité ou bien infection urinaire avant l'âge de 15 ans. Et on a aussi des facteurs supplémentaires liés à la ménopause, comme prolapsus vésical, incontinence urinaire, résidus vésical post-mictionnel et déficit en oestrogène. Dans ce cas, toujours à l'interrogatoire, il faut rechercher ces facteurs de complications, facteurs de risque, les symptômes, la fréquence, les relations sexuelles, ménopause, le nombre de partenaires, l'utilisation de contraception comme les spermicides, l'antibiotique par exemple préalable. À l'examen physique, doit comprendre un examen pelvien avec recherche de prolapsus et examen de l'urètre. Le suivi dans ce cas est un objectif de recherche s'il s'agit d'une bactérie différente et aussi pour connaître leur profil de sensibilité. Il est recommandé de ne pas faire une investigation complémentaire systématique chez une femme non ménopausée sans facteur de risque de complications. Cependant, parfois, il est nécessaire de faire ces investigations comme mesure de résidus post-mictionnels, Euroscan, devront discuter cas par cas. Parfois nécessite une prise en charge multidisciplinaire par un infectiologue, urologue et gynécologue. On passe au traitement curatif comme les cystites simples, coup par coup. Pour le traitement préventif, on a non antibiotiques et antibioprophylaxie. Les non antibiotiques, on commence toujours par les règles d'hygiène comme apport hydrique suffisant, miction non retenue, régularisation du transit intestinal, arrêt des spermicides, miction post-coïtale, etc. On a aussi le Camberge qui est proposé en prévention des cystites récidivantes. Par exemple, on a ce nom commercial de la prontroyacinidine. On donne 36 mg par jour. On peut aussi utiliser les oestrogènes en application locale pour les femmes ménopausées. Pour l'antibioprophylaxie, il est indiqué si par exemple présente une cystite par mois lorsque les autres mesures échouent, si la cystite a un retentissement important sur la vie quotidienne ou bien lorsque le traitement au coup par coup n'est pas accepté par la patiente. On doit, avant de commencer l'antibioprophylaxie, faire un ECBI qui doit être négatif avant de commencer. La durée de l'antibioprophylaxie au moins 6 mois avec réévaluation 2 fois par an. Donc on voit chez la cystite, elle est post-coïtale. On donne une prise d'antibiotique 2 heures avant le rapport, 2 heures après le rapport. On utilise soit la trimethoprim ou bien la phosphomycine tromitramol. Dans les autres situations, on peut utiliser la trimethoprim à dose quotidienne. Et maintenant, on passe à pyélonéphrite aiguë, PIANA. Dans PIANA aussi, on a 3 formes, PIANA simple à risque de complications et PIANA grave. Et on a des points communs pour ces 3 formes. Pour la clinique donne la pyélonéphrite, il y a le fièvre, frisson et on a une douleur lombaire qui est souvent unilatérale, irradiant vers les organes génitaux externes, spontanée ou bien provoquée par la percussion de la fosse lombaire, ce qu'on appelle le signe de Giordano. Pour la microbiologie, on fait un ECBI et plus bandage urinaire plus un ECBI. Pour le PIANA, si on a un PIANA chez l'homme, on parle des infections urinaires masculines. Chez la femme enceinte, on parle de PIANA gravidique et on voit les signes de gravité. Les signes de gravité qui sont sepsis, choc septique ou bien indication urologique. Si oui, on parle de PIANA grave. Sinon, on parle de PIANA sans signe de gravité.
Pour l'évolution naturelle, c'est les complications qui sont abcès périrénal, sepsis ou bien choc septique, pyélonéphrite chronique ou bien risque de rechute. L'évolution sous traitement est en général favorable. Il faut connaître aussi les indications d'hospitalisation qui sont premièrement les signes de gravité qu'on a déjà dit. PNA hyperalgique, doute de diagnostic, vomissement rendant impossible de traitement par voie orale, conditions socio-économiques défavorables et aussi doute concernant l'observance du traitement ou bien des compensations de comorbidité. Pour le traitement, on utilise une antibiothérapie et probabiliste doit avoir une bonne diffusion dans le parenchyme rénal, ce qui n'est pas le cas pour les phosphomycines, tromitramol, ou bien la nitrofurantoine ou bien la pivmicilina qui ont utilisé dans les cystites. Maintenant, on passe à le PNA simple, c'est-à-dire sans signe de gravité. Dans cette forme, à l'examen, on ajoute l'hémoculture, qui est la présence d'une bactérémie à l'entérobactérie ne modifie ni le pronostic, ni le choix, ni la durée de traitement. Donc, c'est pas vraiment nécessaire de faire l'hémoculture dans cette présentation est indiqué sauf si on a un doute de diagnostic. Et la CRP élevée lors d'un PNA est une valeur de diagnostic parce que dans le cystite, on trouve le CRP est négatif. Pour l'imagerie en premier épisode de PNA simple non hyperalgique, pas d'imagerie. Au-delà du premier épisode simple, l'échographie rénale et par des voies urinaires. L'antibiotique de première intention fluoroquinolone, deuxième intention C3G pour une durée de 7 jours. La surveillance par réévaluation à G3 par l'état clinique et l'adaptation de la prise en charge. Il n'y a pas de suivi et de contrôle systématique. En cas d'évolution défavorable, notamment en présence de fièvre à 62 heures après le traitement, et c'est l'indication pour faire un autre suivi et voir aussi un neuroscan. Pour les PNA à risque de complications, il est recommandé de réaliser dans les 24 heures un neuroscan qui est plus sensible à l'échographie, surtout pour la recherche de complications. Par exemple, avant l'injection, il montre des images séculaires comme cicatrices ou bien atrophie rénale. Il peut également retrouver des lithiases et des dilatations cavitaires. Après l'injection, il voit des lésions de néphrite, images hypodenses traduisant la vasoconstriction due à l'infection. Il montre également des abscesses rénaux et périrénaux, des néphromégalées expliquées par un œdème inflammatoire qui peut étendre en périrénal. Donc, l'Euroscan permet d'étudier les voies excrétrices et recherche en neuropathie. Pour l'antibiotique, dans ce cas, on utilise soit C3G, soit fluoroquinolone pour une durée de 10 à 14 jours. C'est ça. On passe directement au PNA grave. Dans le PNA grave, on doit réaliser l'hémoculture, aphanas, hospitaliser le malade. On donne dans ce cas une bithérapie à base de bêta-lactamine plus amikacine. Pourquoi on utilise l'aminoside dans ce cas? Parce que la bactéricide est rapide, synergie avec les bêta-lactamines, élargit le spectre et la diffusion intrarénale des aminosides est excellente, utilisée surtout dans ce cas entre un choc septique, etc. Pour une durée toujours entre 10 à 14 jours. Pour les infections urinaires masculines, on parle de prostatite. Les prostatites surviennent toujours après la puberté. Dans les infections urinaires, doit être recherchée une pathologie préexistante du bas de l'appareil urinaire, soit sténose urétrale, soit adénome du prostate.
ou bien des gestes invasifs chirurgicaux, ou bien on note que aussi dans les prostatites, peu des antibiotiques diffusant dans le tissu prostatique. Il s'agit principalement des fluoroquinolones et cotrimoxazole. Dans les prostatites, c'est dans le cas de non ou bien insuffisamment traités, peuvent passer à la chronicité, d'où l'infection évolue par des poussées subaiguës où le parenchyme prostatique se fibrose et forme des nodules parfois calcifiés dans lesquels les antibiotiques pénètrent difficilement. Dans les infections urinaires peuvent varier de forme peu symptomatique, sans fièvre, jusqu'à le choc septique. Euh, Maintenant, on passe à la clinique. Dans la clinique, on a des formes typiques et des formes atypiques. Dans les formes typiques, on note la fièvre, sueur, frisson qui survient brutalement, troubles de miction type brûlure mictionnelle, déchirée, polacurée, douleur pelvienne indépendante des mictions, la touche rectale, prostate augmentée de volume, étendue, régulée et très douloureuse, la recherche systématiquement d'une rétention aiguë des urines. Dans les formes atypiques, toute fièvre inexpliquée chez l'homme, même jeune, doit rechercher une infection urinaire. La biologie est basée sur bandette urinaire, leucémie, l'hémoculture en cas de fièvre, l'imagerie échographie urinale en urgence dans 24 heures. Euh, pour les complications les plus fréquentes en cas de retard thérapeutique ou sur un terrain immunodéprimé, on note une rétention aiguë des urines, choc septique, abcès prostatique, extension de l'infection vers épididymite ou bien orchiépididymite, ou bien passage à la chronicité si antibiothérapie inadaptée. Pour le traitement, c'est l'antibiothérapie probabiliste doit être instaurée dès le prélèvement microbiologique est réalisé et on utilise les fluoroquinolones qui sont privilégiés pour les traitements d'infections urinaires masculines en raison de leur excellente diffusion prostatique. En alternative, on peut utiliser le cotrimoxazole. Sa diffusion prostatique est très bonne, mais les données cliniques de l'efficacité sont moins nombreuses. Pour aussi une prise en charge urologique, la prise en charge urologique La prise en charge urologique, à la phase initiale, c'est la présence de rétention urinaire aiguë, le drainage des urines est impératif. En présence aussi d'un abcès prostatique, un traitement antibiotique le plus souvent efficace. Le drainage chirurgical est à discuter en cas d'évolution défavorable. Aussi, il faut rechercher une neuropathie sous-jacente. On a aussi des traitements symptomatiques type antalgique, bonne hydratation, les alpha-bloquants aussi, on a rétention aiguë des urines, mais on note que les ANS sont proscrites. Pour la surveillance, une réévaluation AG3, pas de suivi de contrôle systématique. Si on a évolution défavorable après 62 heures de traitement, c'est l'indication de faire un suivi et l'imagerie, notamment la recherche d'un abcès ou bien extension périprostatique. Parfois, on doit faire un IRM de prostate, une échographie par voie endorectale qui n'est pas recommandée vu que la phase aiguë est très douloureuse. Pour les cas particuliers, chez le sujet âgé et la grossesse. Pour les sujets âgés, on note que les infections urinaires est la deuxième cause d'infection de sujets âgés après les infections respiratoires. Cependant, la colonisation urinaire est très fréquente à cet âge. Il y a plusieurs facteurs de risque, bien facteurs favorisant l'infection urinaire sont l'apport hydrique insuffisant, les pathologies prostatiques, la ménopause pour la femme, l'incontinence, vices neurogènes, prise des médicaments anticholinergiques qui favorisent la stase urinaire. Il y a aussi des complications sont également plus fréquentes comme des abcès, des hydratations, perte de l'autonomie, des compensations de comorbidité.
pour le diagnostic d'infection urinaire et souvent un diagnostic d'exclusion. On fait la symptomatologie est souvent atypique chez les sujets âgés. Pour le traitement est indemne de sujets jeunes, sauf il faut adapter la posologie des antibiotiques à la clairance de la créatinine. Attention aussi des risques, des effets secondaires et les interactions des médicaments. Et on passe au deuxième cas particulier, c'est la grossesse. La grossesse, il y a des facteurs de risque aussi dans la grossesse. C'est une neuropathie fonctionnelle ou organique sous-jacente, antécédent d'infection urinaire et diabète. Dans la grossesse, on note beaucoup plus la colonisation. La colonisation, le dépistage systématique mensuel des colonisations urinaires par une bandelette urinaire à partir du quatrième mois de grossesse. Et toute bandelette urinaire positive, soit leucocytérée, soit nitrite, impose un UCBE et toute colonisation urinaire doit être traitée. Pour les infections urinaires chez la femme, un UCBE est recommandé à la première consultation au début de grossesse, puis de manière mensuelle à partir du quatrième mois. Pour l'antibiothérapie, pour cystite, après faire un ECBA, le traitement de première intention, c'est la phosphomycine tromitramol, puis la pivimicilline. Si échec, on passe à l'amoxicilline ou bien la trimétoprime pour une durée de 7 jours. Si on a colonisation, le traitement de première intention, l'amoxicilline, deuxième intention, pivimicilline, troisième, pivimicillinam, troisième, la phosphomycine tromitramol et quatrième intention, c'est la trimétoprime pour une durée de 7 jours. Pour le PNA, on recommande la C3G. Après évolution favorable, on passe par voie orale, par le requin. Un cas particulier de sonde vésicale, on note que la bandelette urinaire n'a pas d'intérêt chez le patient sondé parce qu'elle est toujours positive. Donc on base beaucoup plus sur les symptômes urinaires qui ont valeur de diagnostic, beaucoup plus. Et merci.